Ravi de vous retrouver sur les chaînes parlementaires pour vous présenter la saison 3 d'Europe Hebdo. Nous sommes comme toujours à Strasbourg, au cœur du Parlement européen. Et oui Katia, et pour cette nouvelle saison, nous reviendrons comme d'habitude sur les grands dossiers qui marquent l'actualité européenne. Cette semaine, c'est la crise agricole qui a secoué l'été. Pourquoi les agriculteurs français accusent leurs homologues espagnols de concurrence déloyale? Nous avons été enquêtés au sud de l'Espagne. Et d'abord, l'actualité, la question palestinienne divise l'Union européenne. C'est la question de la semaine. À la tribune des Nations Unies, Mahmoud Abbas a ressuscité quelques instants Yasser Arafat et mis la communauté internationale au pied du mur. Reconnaître la Palestine comme un État ou pas? Depuis l'annonce, on s'agite dans les couloirs de la diplomatie mondiale. Au Conseil de sécurité de l'ONU, on examine la demande, on dissèque, on tergiverse. Objectif, éviter le drame et l'enlisement. Il faut 9 voix sur 15 et les États-Unis menacent d'opposer leur veto. Et après des mois de silence, le quartet composé des États-Unis, de l'Europe, de la Russie et des Nations Unies presse le leader palestinien à reprendre les négociations. Encore et toujours des négociations. Sans concertation avec ses homologues européens, Nicolas Sarkozy, lui, plaide pour une voie médiane. Un statut d'État observateur comme le Vatican. La Palestine, un futur Vatican du Proche-Orient. Dans les coulisses, ça grince. On s'irrite une fois de plus de l'initiative personnelle du président français qui a tracé une belle fissure dans la fragile unité de façade de l'Union européenne sur le dossier. Empêtrer? Acculer? Reconnaître? Ou pas? Se mettre à dos les peuples arabes tout frais sortis de leur printemps démocratique? Braquer Israël et son allié américain? Diviser l'Europe, tirailler entre les pays pro-israéliens comme la République tchèque, l'Allemagne ou les Pays-Bas, et les pro-palestiniens comme l'Espagne, l'Autriche ou la France? Kafkaïen. Alors, c'est pour quand cet État palestinien? Voilà la question de l'État palestinien qui divise donc la communauté internationale et notamment l'Europe. Nous avons été rejoints sur ce plateau à Strasbourg par Véronique de Keyser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée belge, vice-présidente des députés socialistes au Parlement et en charge de la politique extérieure. Et vous êtes allée plusieurs fois à Gaza, notamment lors des élections organisées en 2009. Alors dites-nous, on voit bien que l'Europe est divisée aujourd'hui sur cette question. Quelle est la position du Parlement européen que vous représentez? Oui, je suis allée pour les élections de 2005 pour la présidence de Mahmoud Abbas et j'étais chef de la mission d'observation en 2006 quand le Hamas a pris le pouvoir. Et depuis, je suis allée plusieurs fois par an là-bas. Et la position du Parlement, si on la compare à celle des gouvernements européens, est une position historique, je pense. Nous nous prononçons pour soutenir la demande du président Abbas. C'est une position partagée par vos collègues de différents groupes. Disons qu'il y a une sorte d'unanimité au Parlement pour... C'est une position, et c'est pour ça que c'est historique, c'est une position qui a été signée par tous les grands partis. À votre initiative, c'est vous qui avez été à l'origine de cette... On est plusieurs à s'y être mis dans chaque parti. Vous savez, depuis longtemps au Parlement, il y a, je ne dirais pas ceux qui sont pour la Palestine et ceux qui sont pour Israël, c'est faux. Il y a ceux qui ont été dans la région et ceux qui n'y ont pas été. Et je pense que ça fait une différence absolument fondamentale. Je vais vous prendre un exemple. L'ex-président du Parlement européen, M. Pöttering, allemand, démocrate chrétien, grand ami d'Israël, quand il est allé là-bas, qu'il a vu l'état, les conditions de vie des Palestiniens, est revenu absolument transformé en se battant aussi pour ça. Donc vous avez eu des tas de délégations qui sont parties et à chaque fois ça a formé finalement un groupe qui est conscient des problèmes. Alors le Parlement européen au moins s'exprime à haute voix sur cette question. Ce n'est pas le cas des autres dirigeants européens. Finalement on n'en a vu qu'un seul, Nicolas Sarkozy, qui est venu à la tribune de l'ONU pour proposer son initiative, son statut, accorder un statut d'État
État non membre mais observateur à la Palestine. Comment vous regardez cette initiative française? Est-ce qu'il a parlé au nom de l'Europe ou en son propre nom, celui de la France? Il a certainement parlé en son propre nom. Maintenant, je ne veux pas ridiculiser l'initiative du président français. Simplement, il faut dire que d'abord, elle enfonce un tout petit peu, avec tout le respect que j'ai pour lui, les portes ouvertes, parce que de toute façon, la Palestine peut revenir à l'Assemblée générale et elle aura la majorité pour avoir ce statut d'État non membre, mais État tout de même. Et donc ça, c'est une question de majorité simple. Ce que Nicolas Sarkozy voudrait faire, c'est entraîner toute l'Europe à voter ça. Mais sinon, le statut, ils l'auront avec ou sans l'Europe. Et si vous entendez les Palestiniens, ils se diront, ben, si l'Europe ne sait pas faire son unité, nous aurons la communauté internationale, la majorité là-bas à l'Assemblée générale. Ce que contient aussi cette initiative, c'est un élément qui pour nous est inacceptable, nous parlementaires européens, c'est-à-dire ce qu'on a dit, dans les couloirs, et je prends les précautions, l'idée qu'il y aurait une sorte de négociation sur la Cour pénale internationale. Parce qu'un État non membre peut appartenir à la Cour pénale internationale et y avoir accès, et on voudrait freiner les Palestiniens là-dessus. Nous disons c'est inacceptable. La Cour pénale internationale, c'est un droit d'un État. Nous poussons tous les États à souscrire au statut de Rome, donc on ne peut pas empêcher les Palestiniens de pouvoir aller devant cette Cour. Il y a des propositions, il y a des initiatives, mais quelle chance l'Europe, notamment le Parlement européen, a-t-il d'être entendu par les Palestiniens, par Israël, par les acteurs de ce conflit? Alors, dans une région où même les États-Unis ont du mal à se faire entendre. Du côté des Israéliens, c'est vrai que l'Europe a beaucoup de leviers qu'elle n'a jamais utilisés, qui sont davantage des leviers de pression et de pression économique. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut utiliser pour le moment. Ce que Israël utilise, c'est la division européenne. Parce que l'Europe, elle a toujours dit qu'elle avait la conviction qu'il fallait se fonder sur le droit international, c'est-à-dire une solution à deux États, sur les frontières de 67, avec Jérusalem comme capitale, et que les colonies étaient illégales. Donc la position européenne, elle est claire. Quand vous dites la position européenne, c'est qui précisément? Qui dit ça? C'est à la fois le Parlement et c'est à la fois le Conseil. Alors qu'on voit aujourd'hui pourtant que les Européens sont divisés. Ils sont divisés sur la manière d'agir vis-à-vis d'Israël. Ils ne sont pas divisés sur la position européenne. La position européenne, elle a été réitérée par exemple, dans les conclusions du Conseil de décembre 1999, c'était très clair, et en 2010 aussi, et on répète, les colonies sont illégales. Jérusalem-Est, il est illégal de l'occuper par une colonisation. Et donc, ce n'est pas la position européenne qui fait problème. Alors justement, vous dites qu'elle ne fait pas problème, et pourtant on a du mal à entendre la voix de ce quartet, et notamment de Madame Ashton, qui est en charge de la diplomatie européenne. Le quartet, ce n'est pas la position européenne. Hein. Le quartet, c'est aussi les États-Unis. Et les États-Unis... Mais au sein de ce quartet, on a du mal à entendre la voix parce que la voix américaine, à cause des relations très étroites avec Israël, est prépondérante. Et ce que nous, Européens, y compris Madame Ashton, a de la peine à digérer, disons ça comme ça, c'est la volte-face américaine. Parce que quand Obama a fait, peu après sa prise de législature, quand il a fait son fameux discours du Caire, où il disait gel des colonies, etc., où il a pris une position très forte, et puis que maintenant il revient là-dessus, et qui, non seulement il menace d'un veto. Pour vous, c'est un changement de position, parce que lui se justifie en disant qu'il a toujours conditionné son discours à la reprise des négociations. Pour vous, c'est une vraie volte-face? C'est une débandade. C'est pour moi une très très grosse déception. C'est dans la ligne des autres présidents américains. C'est dans la ligne de Bill Clinton aussi, qui avait essayé Camp David, mais qui avait empêché. Rappelez-vous, en 1999, Arafat avait le droit, d'après les accords d'Oslo, de présenter la demande à l'ONU. Et Clinton a été là, il lui a dit surtout ne faites pas ça. Et l'Europe a emboîté le pas, surtout ne faites pas ça, ce serait une catastrophe. Faites les négociations de paix de Camp David. Et puis échec, et puis seconde intifada. Donc on a l'impression de voir bégayer l'histoire, et c'est pour ça que le Parlement européen a voulu dire stop, maintenant, on ne répète pas les erreurs de 99.
Et l'appel est bien entendu. Merci beaucoup, Véronique de Keyser, d'avoir été notre invitée. Alors, le sujet numéro 1 en Europe, c'est toujours et encore la crise de la dette, qui n'est loin d'être résolue. Les dernières nouvelles de la zone euro, avec ce zapping des télévisions européennes réalisé par Aurélie Dafas. 3 ans après le début de la crise économique, le sujet préoccupe toujours les Européens, à commencer par ce journaliste belge de la RTBF qui ne cache pas son pessimisme. La crise dans la zone euro domine l'actualité. Dernier épisode en date, la dégradation de la note de la dette italienne par une agence de notation bien connue augmente encore le trouble et creuse un peu plus l'abîme dans lequel semble s'enfoncer l'Europe tout entière. Sur la BBC, le ton est beaucoup plus enthousiaste. Le plan de sauvegarde de la zone euro est encore en discussion, mais ce commentateur nourrit déjà de grands espoirs. Heureusement que vous êtes assis là, Georges, parce que, croyez-le ou non, nous avons peut-être enfin un plan pour stabiliser la crise de la zone euro. Je pense qu'il est important de rappeler que les leaders mondiaux continuent à dire publiquement qu'il n'y a pas de plan pour éviter à la Grèce de faire faillite. Mais nous savons qu'en réalité, les bases sont jetées pour le permettre. En Italie, la dégradation de la note économique du pays par Standard & Poor's réveille les tensions. La crise économique tourne à la crise politique, l'opposition accuse le gouvernement. Je lance un appel à la majorité. Si ça continue, l'Italie finira comme la Grèce. La majorité n'assume pas ses responsabilités. Ils n'ont ni la personnalité, ni le programme, ni les conditions pour guider un gouvernement de responsabilité nationale. Voilà pour cette crise de la zone euro qui n'en finit pas. On va en parler avec un journaliste italien, David Carretta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant de la radio radicale, la radio nationale, et vous suivez les affaires européennes depuis Strasbourg et Bruxelles. Alors, toute la presse européenne parle de marasme, de cataclysme, de catastrophe. C'est un peu une ambiance de fin du monde en Europe. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que la fin de la zone euro est proche ? Je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise grave. Même M. Barroso l'a reconnu dans son discours sur l'état de l'Union. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plutôt un état de disunion dans l'Union européenne. Et cela, évidemment, rend toute solution à la crise de la zone euro plus difficile. Alors, est-ce que les dirigeants européens en sont conscients? Pour vous, vous avez écouté le discours du président de la Commission européenne qui était finalement assez solennel, mais est-ce que, au-delà du fait de constater que l'heure est grave comme il l'a fait, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une décision, une volonté d'agir pour sortir de cette crise? De la part de la Commission, peut-être, mais ces propositions comme la taxe Tobin ou les eurobonds ne vont pas être la solution à la crise. Le vrai problème aujourd'hui, c'est dans les gouvernements européens, parce qu'il y a des différences de vues qui sont trop importantes sur la gestion et la solution de la crise. L'Allemagne aujourd'hui a un repli nationaliste. La France a toujours sa politique souverainiste qui est contraire à l'esprit communautaire. Les deux proposent un gouvernement économique qui est fait par les gouvernements nationaux et pas par l'Europe. Ça, c'est le grand problème qui aggrave en quelque sorte la crise d'aujourd'hui. Le grand problème, vous dites, c'est la division des Européens, alors même que la gravité de la crise imposerait de parler d'une seule voix. Pourquoi est-ce que l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix? Parce que chacun regarde ses intérêts. Chaque pays a ses intérêts. L'Allemagne ne veut pas payer pour la Grèce. La France ne veut pas que ses banques souffrent de pertes parce qu'ils ont investi en Grèce. L'Italie a ses problèmes politiques internes, l'Espagne aussi. Chacun est pour soi en ce moment. Et donc, une solution commune qui vaut pour l'intérêt commun des Européens et pas seulement des États n'est pas en vue. Alors que l'Europe tergiverse, tarde à agir, les marchés, eux, sanctionnent certains pays, la Grèce, mais aussi votre pays, l'Italie. Est-ce que vous pensez que l'Italie peut finir comme la Grèce ou est-ce que c'est totalement différent comme situation? L'Italie est très différente au point de vue économique. Il y a des éléments communs comme l'évasion fiscale. Il y a surtout un problème de crédibilité de la classe politique. Je ne parle pas seulement de M. Berlusconi, qui a un vrai problème, mais je parle de toute la classe politique, l'opposition aussi. Si aujourd'hui l'opposition devrait aller au pouvoir, elle n'aurait pas un programme pour sortir de la crise actuelle que vit l'Italie.
Donc ça implique plus de responsabilité politique finalement, c'est ce que vous dites. Absolument, absolument. C'est la gauche, la droite, c'est même les syndicats qui ont fait une grève générale contre l'austérité. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, on a un problème de dette publique parce qu'on a acheté le consensus social en dépensant l'argent de l'État. On a trop dépensé. Aujourd'hui, il faut réduire le train de vie des États. C'est ça qui demandent les marchés, mais c'est ça qui demande aussi les gens. Les gens dans les rues qui en ont marre de payer des impôts pour sauver des banques, etc. Et c'est l'urgence en Europe. Merci beaucoup David Carita d'avoir été avec nous. Alors, autre crise qui a secoué l'été, on en parle, la crise agricole. Les agriculteurs de l'Hexagone accusent les producteurs espagnols de concurrence déloyale. On en parle dans un instant avec José Bové, invité de Nora Hamadi. Mais d'abord, le reportage tourné dans le sud de la France et en Espagne, près d'Almeria. Il est signé Sandra Carcera. Des agriculteurs de toute la France venus dénoncer la concurrence européenne, dont ils se disent victimes depuis des mois. Wesley, exploitant dans le Vaucluse, manifeste pour la première fois. C'est la mort de l'agriculture, c'est aujourd'hui qu'il faut la défendre. Dans son exploitation, on cultive la tomate depuis 3 générations. Quand il arrive en 2002, le chiffre d'affaires est déjà en baisse. Pour nous, produire 1 kg de tomates grappes, ça nous coûte 1,17 € par kilo produit. Et actuellement, on les vend 78 centimes le kilo. Le prix n'a fait que dégringoler ces derniers mois. Contrairement aux céréales, la culture de la tomate n'est pas mécanisable. Une grande partie du travail se fait donc à la main. Toutes les feuilles qui ont poussé depuis la plantation où la plante faisait 15 cm à cette hauteur-là, où là on est à peu près à 10 mètres de longueur de plante, ça a demandé un entretien au niveau de les feuillages, la taille de bouquet, le ramassage, tout ça c'est vraiment énormément de main-d'œuvre. Une main-d'œuvre payée plus cher en France, environ 10 € de l'heure, contre 5,50 € en Espagne, soit presque 2 fois plus. Conséquence, le coût de production double lui aussi. Difficile dans ces conditions d'être compétitif. Pour ne plus continuer à vendre à perte, ces agriculteurs envisagent de ne plus produire de tomates si rien ne change. À 1000 km de là, la région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne. Un ancien désert surnommé la Californie de l'Europe. 40 000 hectares sous plastique, ici le soleil brille toute l'année. Sous ces serres mûrissent même en hiver les fruits et légumes qui remplissent les supermarchés européens. La grande majorité des serres appartient à des petits agriculteurs. Francisco Rodriguez est l'un d'eux. Toute l'année, il embauche de nombreux salariés, en majorité des étrangers. Quand je fais mes comptes à la fin de la saison, je me rends bien compte que c'est dans la main-d'œuvre que je dépense le moins. Ses plus gros frais vont dans l'achat du plastique, destiné à entretenir ses serres. Il admet que sans cette main-d'œuvre bon marché, on ne produirait pas autant dans la région. Quand les premiers immigrés sont arrivés il y a quelques années, on leur a donné du travail, on leur faisait des papiers. Maintenant, il y en a trop qui veulent travailler, beaucoup trop. Il en arrive tous les jours. C'est aux politiques de résoudre ce problème, pas aux agriculteurs. Le soleil se lève sur El Herido, capitale de l'agriculture intensive. Entre 6 et 8 heures chaque matin, les immigrés attendent par groupe au bord de la route qu'une voiture s'arrête pour leur proposer une embauche, même pour une seule journée. Avec la crise, les Espagnols aussi cherchent du travail. Alors nous, on travaille moins. Parmi ces ouvriers agricoles, 80% d'entre eux sont des Marocains, rejoints par des Bulgares et des Roumains, entrés récemment dans l'UE. Susanna est arrivée de Bulgarie avec son fils il y a 3 ans. Je suis là parce que dans mon pays, on gagne très peu. C'est vrai que c'est un travail difficile. On souffre de la chaleur. Payée 5,50 € de l'heure, elle se dit plutôt bien lotie par rapport à certains.
Ce syndicaliste lui donne raison. Selon lui, seul 1% des agriculteurs payent plus de 5 €, le coût légal. Les autres employeurs sont souvent en dessous. Certains vont jusqu'à proposer 2,50 €. Quand les travailleurs immigrés commencent à parler de leurs droits, ils se font très souvent renvoyer. Nous en recevons chaque jour ici au syndicat. Ce sont des gens qui ont de l'ancienneté. Moussa travaille pour le même patron depuis 8 ans. Il cumule les contrats sans être augmenté. Mais impossible, dit-il, de travailler ailleurs. Il y a du racisme. Quand on cherche à faire autre chose, c'est toujours non, parce que le travail difficile, c'est pour les étrangers. Des bas salaires qui pourraient encore diminuer. Comment ça va les ventes en ce moment? Ça dépend, on négocie. Emilio Pérez redoute de voir arriver plus d'importations marocaines. Ce serait une menace directe pour sa coopérative, car au Maroc, on paye 1 € de l'heure. On pourra acheter des produits encore moins chers, mais on ne sera plus compétitif. Nous, les Espagnols et l'Europe en général, on souffrira beaucoup. D'une concurrence à l'autre, aujourd'hui la France, demain l'Espagne, d'autant que l'accord entre l'UE et le Maroc pour alléger les droits de douane pourrait aboutir plus rapidement que l'harmonisation européenne des régimes sociaux réclamés par les agriculteurs. Et voilà pour ce reportage accablant réalisé par Sandra Cerquera donc en Espagne. Entre-temps, José Bové nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc vice-président de la commission agriculture de ce Parlement. Vous avez regardé avec une mine un petit peu décontenancée ce reportage. Quelle est votre première réaction? On a l'impression quand même que c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, on ne va jamais s'en sortir. Les Français souffrent de la concurrence espagnole et à la fin de ce reportage, on voit cet agriculteur espagnol qui dit mais maintenant on a la concurrence marocaine. En gros, est-ce que c'est un manque de régulation? Est-ce qu'on peut véritablement se sortir de cette situation? Alors, c'est vrai que tout le secteur des fruits et légumes est aujourd'hui en situation de crise, mais de crise grave. Puisque cet été, en gros, les diminutions de prix ont été entre 21 et 45% en dessous du prix moyen des 5 dernières années. Donc on voit qu'il y a une crise globale de ce secteur. En plus, il y a eu 4 années de crise avant. Alors, donc on est dans une situation qui s'empire, à la fois crise sur les volumes qui sont mis sur le marché, crise climatique, puisqu'on a eu une période très chaude en début d'année, ce qui fait que toute la production est arrivée en même temps. Donc si on n'harmonise pas, à la fois avec des règles très claires pour retirer des stocks de marché en indemnisant les producteurs, si on ne met pas des prix planchers qui couvrent les charges, si on n'harmonise pas les règles sociales entre les pays, on n'arrivera à rien. Et la seule conséquence... C'est un manque de régulation selon vous? C'est très clair qu'il n'y a pas de régulation sur l'offre et il n'y a aucune harmonisation sociale entre les pays à l'intérieur de l'Europe. Et ça, c'est un drame depuis l'entrée de l'Espagne et du Portugal. C'est quelque chose qu'on avait demandé, qu'on mette à plat l'ensemble des règles sociales. On ne peut pas avoir une telle distorsion sur l'emploi, en plus de toutes les autres pressions économiques de taille d'exploitation. Parce qu'effectivement, on se rend compte que le tarif horaire en France est l'équivalent de 11 €. Là, en Espagne, c'est 5,50 €, voire 2,50 €. Enfin, à un moment, est-ce que l'agriculture française est condamnée à ne plus être compétitive du tout? Mais je pense que c'est à la fois un problème pour l'agriculture française, mais on voit bien que l'agriculture espagnole est condamnée de la même manière. On pourrait parler d'italienne ou de la Grèce, sur les fruits et légumes, parce qu'on trouve toujours plus bon marché. Et le problème, c'est à qui profite le crime? Si c'était les paysans marocains qui avaient ce marché... Là, vous parlez donc de cet accord qui est en discussion entre l'Union européenne et le Maroc, qui permettrait d'alléger les droits de douane. Et qui vont faire qu'il va y avoir plus de tomates qui vont rentrer, plus de tomates, mais aussi d'autres légumes et d'autres fruits sur le marché européen, à un coût plus bas. Ce ne sont pas les producteurs marocains qui sont les premiers bénéficiaires, ce sont des entreprises à capitaux européens, notamment français, qui exportent ensemble plus de 50% de ces tomates. Est-ce que ça, c'est quelque chose de tout à fait cohérent? Donc vous voulez dire qu'en fait, la production marocaine donc, est rachetée par ces entreprises françaises? Non, c'est même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, on a deux entreprises, une qui est basée en Languedoc-Roussillon, une autre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont des entreprises françaises qui produisent au Maroc et qui bénéficient des nouveaux accords qui seraient prévus entre le Maroc et l'Union européenne. Ça veut dire que les producteurs marocains vont être aussi éliminés de la production que les petits producteurs français ou les petits producteurs espagnols. Et donc, si on n'est pas clair sur les conditions, sur les prix qui sont offerts, comment on fixe des normes? Parce que demain,
Si c'est terminé au Maroc, ça va être où qu'on va produire après? On va encore descendre. Non mais là, ce que on vous est dans racontez, une c'est un petit peu... situation Oui, de mais destruction. c'est l'histoire de la mondialisation, en fait. C'est qu'à un moment, vous ne serez jamais aussi compétitif. Enfin, il y aura toujours... Là, c'est le Maroc. Demain, ce sera la Chine. Ce sera la Thaïlande. Enfin, c'est la question de l'agriculture. On est au cœur du problème de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture, ce n'est pas un produit comme un autre. Tout le monde a besoin de manger pour vivre. Or, la meilleure façon de manger, c'est la production locale, d'être capable de nourrir sa propre population. Si on veut laisser le marché au niveau international, on va affamer, on va chasser des paysans et on va affamer les plus pauvres dans les villes puisqu'ils seront dépendants du marché international. On voit la spéculation sur les produits alimentaires aujourd'hui dans la planète. Qui est aux émeutes de la faim il y a encore quelques années, oui, bien sûr. Donc il faut des règles. C'est pour ça que la politique agricole commune et sa réforme en 2013 est fondamentale, mais il faut qu'elle intègre des règles. Donc clairement, ce que vous demandez, c'est que l'Union européenne abandonne ce projet d'allègement de douane pour le Maroc et vous demandez à ce qu'il y ait une concurrence plus régulée au niveau européen. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors, très concrètement, moi je suis le rapporteur devant la Commission du commerce international de l'accord UE-Maroc. Donc dans ce cadre-là, moi je préconise qu'on abandonne cet accord. C'est un mauvais accord, il est mal négocié, il va contre l'intérêt de tous les producteurs européens, mais aussi marocains, comme je vous le disais. Donc il faut rediscuter globalement au niveau de la Méditerranée comment on fait pour avoir une solidarité réelle et pas une mise en concurrence des plus pauvres entre eux. Ça n'a pas de sens. Et puis il faut de l'autre côté, une autre jambe, c'est la politique agricole commune avec des règles qui harmonise les productions. Peut-être qu'il faut réduire les surfaces, peut-être, en tout cas, il faut mieux, par exemple. Il faut harmoniser les revenus, les salaires. Ça, je crois que la question du salaire est importante. Donc on arrête les 11 € en France et les 2,50 € en Espagne. Les charges sociales aussi doivent être harmonisées au niveau européen. Mais pour ça, on peut harmoniser par le haut. On n'est pas toujours obligé de faire... Oui, mais dans un pays en crise comme l'Espagne, est-ce que les producteurs auront les moyens de payer 11 €? Enfin, ça paraît complètement inconcevable. La question aujourd'hui doit se négocier. Ça peut être aussi dans le cadre de la PAC, des compensations. Voilà, il faut construire cette politique. C'est pas du jour au lendemain, ça peut se construire sur la durée. J'imagine derrière, c'est aussi les distributeurs qui profitent de ces prix bas, sauf qu'on est en temps de crise et qu'on se rend bien compte. Il y a d'ailleurs eu dernièrement un sondage qui a montré que pour 83% des Français, et donc j'imagine des Européens, c'est quand même le prix qui prévaut dans l'achat. Comment est-ce que vous allez pouvoir empêcher la grande distribution de tirer les prix vers le bas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plafonner? C'est d'ailleurs une proposition du Parti communiste. Est-ce qu'il faut plafonner les prix? Moi, on a fait des sondages sur la zone de Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur Marseille. On s'est rendu compte que les prix qui étaient vendus dans des circuits courts de vente directe, producteurs aux consommateurs qui faisaient des volumes importants sur des milliers de familles, on arrivait à des prix pour le consommateur 20% en dessous de ceux de la grande distribution et qui rémunéraient l'agriculteur parce que les intermédiaires étaient supprimés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la qualité et de la quantité. On peut arriver à encadrer. Il faut faire pression. Or, aujourd'hui, il y a une distorsion dans les négociations absolument invraisemblable entre d'un côté la grande distribution et de l'autre côté les producteurs. Les consommateurs sont complètement laissés de côté. Or, aujourd'hui, on leur fait bouffer des prix, des produits souvent qui sont pleins de pesticides importés, alors qu'on peut avoir des productions de qualité locales qui font vivre les producteurs. Bon, écoutez, on suivra ça de toute façon. Merci beaucoup José Bové d'avoir été avec nous. On suivra donc les négociations pour la PAC qui doit entrer en vigueur en 2013. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis donc pour cette première émission depuis Strasbourg au Parlement européen. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles avec Katia Gilder et François Bedonnet. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.